Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 255 € en primaire, 428 € en secondaire, voici le coût moyen par enfant d'une rentrée scolaire selon une étude de la Ligue des familles. Et ce montant n'inclut pas l'achat de matériel informatique, de plus en plus demandé par les écoles depuis la crise du Covid. Il n'inclut pas non plus le coût des garderies, des excursions, des voyages scolaires ou encore des repas. Or, une récente étude internationale menée notamment en Belgique a montré que 3/4 des enseignants voient des enfants arriver à l'école en ayant faim. La Constitution le dit, l'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait fait de cette gratuité scolaire une de ses priorités, mais de nombreux frais continuent à rendre une année scolaire particulièrement onéreuse pour les parents. Pourquoi la gratuité scolaire est-elle essentielle ? Comment mettre en place de bonnes pratiques en la matière ? On en discute dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord un directeur d'école. Bonsoir. Bonsoir. Youssef Benachir, vous êtes directeur du groupe scolaire Sans Souci à Excel, qui comprend donc une école maternelle et une école primaire et maternelle. À vos côtés, Julie Pat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes échevine de l'enseignement à la ville de Charleroi, membre aussi du Parti Socialiste. Alors Charleroi qui compte 45 écoles sur 81 implantations pour l'enseignement fondamental, 2 écoles sur 4 implantations pour l'enseignement secondaire, plus ou moins 11 000 élèves. Et c'est vrai que Charleroi a vraiment fait de la gratuité scolaire un vrai choix politique, vous nous en parlerez. Et enfin, Lionel Rubin, chargé d'études au Centre d'action laïque, lequel qui organise avec la FAPEO, la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, une conférence le 12 avril sur le thème gratuité scolaire, quelle bonne pratique. Bonsoir. Lionel. Alors, avant d'aborder justement ces bonnes pratiques, avant d'aborder les réglementations, j'avais envie de vous poser une question un peu générale à tous les trois, mais qui me paraît essentielle. Pourquoi la gratuité scolaire est-elle un principe, une valeur essentielle à défendre selon vous ? Je ne sais pas qui a envie de démarrer. Mais je veux bien commencer. Vous l'avez rappelé déjà, la gratuité scolaire, elle est constitutionnelle, on l'oublie. On a, dans certaines écoles, fait du fait de faire payer de la scolarité une habitude, une mauvaise habitude. Je vous avoue, vous l'avez dit, qu'on a fait vraiment de la gratuité une priorité absolue au niveau de l'enseignement à Charleroi. Et on se rend compte parfois qu'on a des réactions de parents qui sont étonnés de ne pas avoir une liste de matériel en début d'année qui leur est remis. Et donc, on doit même parfois se justifier par rapport à cette gratuité. Donc, c'est pour vous dire à quel point on a pris des mauvaises habitudes, alors que la réalité de terrain, vous l'avez signalé, on a parlé de la précarité alimentaire, mais la précarité d'une manière générale est là. À Charleroi, on a, au niveau des indices socio-économiques de nos écoles, on voit une grosse paupérisation de notre public. On a pas mal d'écoles qui sont en discrimination positive, en encadrement différencié, comme on dit. Et donc, il y a un réel frein qui peut être amené dans un choix d'école, alors que l'enseignement est obligatoire pour certaines familles. Et donc, on doit absolument gommer ces freins. Et on veut, par ces mesures de gratuité, faire en sorte qu'un enfant, quand il passe le pas de l'école, que ce soit pour des activités scolaires ou extrascolaires, on tente de gommer le plus possible les inégalités sociales. Et pour nous, c'est un enjeu crucial. Oui, Youssef Benachir, c'est quelque chose aussi, j'imagine que dans votre quotidien, mettre en place cette gratuité, ça vous paraît juste essentiel et indispensable ? C'est un moyen supplémentaire pour garantir la réussite scolaire. Un enfant qui arrive à l'école, on doit tendre à une égalité la plus juste et des chances pour la réussite. Et donc, forcément, un enfant qui a faim, par exemple, c'est un enfant qui va avoir du mal à apprendre. Des enfants ont tendance à se comparer. Leur donner du matériel qui est identique, ça permet aussi d'effacer, de gommer un tout petit peu ces différences. Et la gratuité, c'est un moyen supplémentaire pour atteindre cette réussite. Donc justement, pour nous, enfin moi je le vois au quotidien, c'est plutôt positif. Maintenant, le tout, c'est de renverser la mentalité qui est plutôt l'habitude de devoir payer. C'était une forme, on va dire, discriminante justement de sélectionner certains enfants dans des écoles. Ici, on voit que la gratuité, la loi impose déjà un cadre qui va nous permettre justement d'empêcher cette forme de discrimination.
Mhm. Lionel Rubin, c'est un choix de société finalement la gratuité scolaire. Ben oui, mais je pense qu'on l'a dit, hein, donc la Constitution, en fait, elle garantit la gratuité scolaire, mais l'objectif derrière ça, c'est évidemment de tendre vers l'égalité entre les individus et aussi l'émancipation des individus pour l'accès à l'enseignement. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'aperçoit que même s'il n'y a pas d'inscription en Belgique, hein, donc il ne faut pas s'inscrire pour aller théoriquement dans une école, ben, on s'aperçoit que non seulement une rentrée scolaire coûte excessivement cher, mais aussi toutes les conditions durant l'année scolaire vont peser sur le budget des familles. Et donc l'idée, c'est évidemment de gommer un maximum toutes ces différences pour que tous les enfants, quelles que soient les richesses de leurs parents, en fait, puissent accéder aux mêmes conditions favorables d'accès au savoir. Et donc, c'est là tout l'enjeu. Mais alors, que dit la loi aujourd'hui? Alors, on sait que la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret gratuité, qu'elle implémente progressivement. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quoi la loi, le cadre en matière de gratuité? Alors globalement, hein, pour poser le cadre, hein, donc on a une constitution qui garantit effectivement la gratuité scolaire, on l'a dit, maintenant c'est pas, on se rend compte qu'une année scolaire et une rentrée scolaire ça coûte cher, et dans le même temps il faut souligner qu'on prend de plus en plus en considération cette question cette problématique de la gratuité scolaire, hein, de l'inégalité d'accès à l'enseignement pour les enfants, et donc ça se met en place progressivement, notamment le pacte d'excellence, hein, qui a fait de la gratuité scolaire en tout cas une piste nécessaire primordial pour tendre vers, pour réduire les inégalités scolaires. Et donc on a l'année prochaine, hein, donc en 2023, rentrée 2023, on a par exemple l'ensemble des fournitures scolaires qui sont interdites de faire payer jusqu'en 2e primaire. Donc là, c'est commencé finalement, hein, on a eu les maternelles, maintenant on progresse vers les premières et 2e primaires, et donc l'idée c'est que quand vous arrivez à l'école, ben, vous ne devez plus débourser d'argent pour les fournitures scolaires. Alors il y a aussi petit à petit la problématique des repas chauds, hein, qui pour l'enseignement différencié par exemple va être offert, hein, pour les élèves les plus en difficulté, pour les écoles à indice socio-économique faible. Et puis il y a toute une série d'autres mesures qui sont prises, par exemple la transparence et l'information vers les parents, le plafonnement de certains prix pour les séjours en maternelle, l'interdiction de certains frais scolaires, etc. Et tout cet ensemble de mesures en fait est en train de créer un cadre propice pour tendre vers la gratuité scolaire. Alors, on est au début, hein, on n'est pas encore, on est loin d'être à la fin, on va dans le bon sens, et donc l'idée, c'est d'essayer de favoriser toutes les bonnes pratiques, c'est de renforcer cette gratuité avec évidemment tout le monde. Alors, on va revenir sur plusieurs choses que vous avez dites et sur ces bonnes pratiques. Il y a quand même quelque chose qui me marque dans ce que vous avez dit tous les trois. Vous avez tous parlé des repas, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, bah, l'école c'est l'enseignement, et les repas, c'est peut-être quelque chose qui est à part. Et pourtant, offrir des repas scolaires, offrir un repetage par exemple, et puis offrir même un repas, c'est quelque chose qui vous paraît essentiel, Julie Pat? Oui, on le voit, la précarité alimentaire est une réalité. Il y a eu des études récentes qui sont sorties sur le sujet, où on voit qu'elle s'aggrave d'ailleurs, et la réalité de terrain, vous pourrez en témoigner aussi dans votre école, mais les retours qu'on a des enseignants, c'est qu'effectivement les inégalités se marquent très fort dans la boîte à tartines, avec des enfants qui arrivent parfois le ventre vide, avec rien dans la boîte à tartines, et donc le fait de pouvoir activer aussi des actions autour d'une alimentation saine et gratuite via des soutiens des pouvoirs subsidiants. La Fédé, via le ministre Frédéric Dardenne, propose des repas gratuits en maternelle et en primaire. Donc nous l'avons activé, vous l'avez vu, on a un gros pouvoir organisateur. Donc pour le moment, on le déploie progressivement au niveau de l'enseignement maternel, mais aussi grâce au financement de la région wallonne, qui elle active via des acteurs locaux, en plus des producteurs locaux, toutes des actions autour de collations saines. Donc on parle de fruits, légumes, produits laitiers, des potages qui sont là offerts aux enfants de maternelle et de primaire. Donc là aussi, on l'implémente progressivement dans nos écoles en ciblant, et c'est d'ailleurs dans les appels à projets une obligation, en ciblant les écoles avec les ISE les plus faibles, donc les écoles qui a priori accueillent les élèves qui sont le plus en difficulté sociale. Et donc là, c'est vraiment quelque chose d'important, mais de nouveau dans cette notion d'égalité, mais on sait que, vous l'avez signalé, que venir à l'école le ventre vide, c'est évidemment pas des conditions propices pour les apprentissages, et donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et on voit que les équipes sont hyper motivées dans ces actions, parce que là on touche à des choses
périphérique que l'enseignement pur et dur des matières qui sont dans les programmes. On pourrait se dire que ça ne concerne pas finalement l'école, peut-être, de s'intéresser à la boîte à tartines. On voit ici, donc nous, on a cette logique vraiment de proposer aux écoles, et donc elles rentrent, je vais dire volontairement dans les dispositifs, et puis on voit qu'il y a une saine émulation et qu'en fait, ça se propage à l'ensemble de nos écoles. C'est un PO énorme, je l'ai dit, donc parfois on a du mal à démarrer partout au même moment, mais on voit, par exemple, je prends l'exemple des collations, autant sur le temps de midi, on a du personnel extrascolaire qui est engagé spécifiquement, les collations à 10h, la soupe, les produits laitiers, les fruits, c'est les enseignants qui gèrent ce moment 2 fois par semaine, et ils sont hyper motivés parce qu'ils voient vraiment, les difficultés au quotidien par rapport aux petits bouts qui parfois sont dans cette précarité alimentaire, et ils sont évidemment super motivés par rapport à cette question. Donc ça répond à une réalité, mais je voulais vraiment souligner cet investissement des équipes là derrière. Youssef Benachir, ça veut dire que quoi? Vraiment des boîtes à tartines qui sont à moitié vides ou qui sont totalement vides, c'est une vraie réalité? Ça arrive, surtout en début d'année quand les élèves arrivent au compte-gouttes à la rentrée, ça peut arriver, des retours de vacances tardives et des choses comme ça. Ils ne sont pas encore inscrits à la cantine, au repas chaud. Et à ce moment-là, on constate effectivement que le parent aurait oublié que les tartines, c'est peut-être pas super équilibré. Il faut garder une certaine cohérence entre ce qu'on enseigne en classe, parce que si on parle de nourriture ou de collation saine, il faut aussi qu'on propose quelque chose de sain. Maintenant, on est en ville, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est des enfants qui ont des parents forcément qui travaillent, qui n'ont pas tout le temps la possibilité de cuisiner. Donc c'est peut-être intéressant et s'assurer qu'ils ont accès à un repas chaud au moins par jour. Donc c'est quelque chose de super intéressant. En classe aussi, quand on voit la pyramide alimentaire, si on insiste sur certaines choses, c'est bien aussi de l'accentuer par le geste. Et le geste, ça peut être l'activité qui va suivre sur un potager ou l'animation en classe par rapport à, je sais pas moi, du lavage de dents ou des choses comme ça. Et donc éviter de manger du sucre alors qu'on a été habitué. Donc ça rentre vraiment, c'est une politique globale. Ça rentre dans l'enseignement en fait. Évidemment, finalement. Vous faites entrer ça dans la pratique de l'enseignement. Évidemment. Et dans les connaissances. Donc ça veut dire, Youssef Benachir, que vous par exemple dans votre école, là aussi il y a des repas qui sont offerts, et vous, parce que vous êtes dans ces écoles qu'on appelle à encadrement différencié, il y a un repas qui est offert. Tout à fait. Donc on remplit un appel à projet chaque année pour justement avoir une subvention à ces repas, et ça permet de garantir, on va dire, un accès à tous les enfants. Il n'y a pas d'obligation, on a toujours des parents qui préfèrent donner des repas parce que certains préfèrent préparer eux-mêmes, ils ont le temps, ils ont la possibilité, mais au moins on est sûr de pouvoir garantir des repas à tout le monde. Ils doivent s'inscrire et on a des repas chauds tous les jours dans l'école. Alors Lionel Rubin, sur cette thématique du temps de midi qui n'est pas considéré légalement comme du temps scolaire, une question a été posée cette semaine au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles par le PTB à la ministre de l'Enseignement Caroline Désir, parce que de nombreuses écoles réclament en fait des frais qualifiés de droit de chaise pour l'organisation du temps de midi, et la ministre a répondu qu'elle n'avait pas les budgets aujourd'hui pour interdire cette pratique. Une pratique qui est certes légale, mais qui pose question quand même. Il y a effectivement toute une série de pratiques qu'il faut réinterroger à la lumière de ce qu'on veut comme projet d'école de manière générale dans notre société. Ici, alors il y a le temps scolaire et le temps extrascolaire, donc le temps scolaire qui est vraiment dédié, qui concerne vraiment les apprentissages et les cours, etc., qui est dissocié évidemment du temps extrascolaire, donc globalement le matin avant les cours, l'après-midi après les cours et le temps de midi. C'est vrai que sur cette question de l'alimentation, on pourrait ouvrir cette réflexion et se dire que l'alimentation à midi pourrait intégrer ce temps scolaire, parce que c'est plus compliqué qu'avant, évidemment, d'aller rechercher les enfants, etc. Maintenant, pour en revenir sur le sujet de l'alimentation en lui-même, ce qu'il y a, c'est qu'on a parlé effectivement d'accès au savoir. C'est aussi une question, je pense, de santé publique. Donc les familles les plus précarisées, en fait, mangent moins, les études le
prouve, de fruits et de légumes. Oui, Donc on là, l'a c'est dit, une d'où façon l'intérêt de- d'avoir accès à de vraiment le à un faire, repas effectivement. sain. Puis on peut aussi profiter de ça pour de vrais apprentissages. Alors on en parlait là tout de suite, mais il y a aussi des professeurs de sciences qui vont étudier les sciences du vivant près du potager collectif, des professeurs de maths qui cachent des tomates et puis voilà, on apprend les soustractions, etc. Et donc toutes ces questions-là doivent évidemment être... il faut les réinterroger en tout cas à la lumière de ce qu'on veut comme projet d'école et c'est là évidemment tout l'intérêt d'ouvrir la réflexion et de voir quelles sont les bonnes pratiques qui se mettent en place avec notamment cette complémentarité des niveaux de pouvoir et de tous les acteurs parce qu'il est évident que la gratuité scolaire, mine de rien, ça coûte de l'argent et ça c'est vrai et que donc il faudra y aller progressivement et donc il faudra voir où est-ce qu'on met les curseurs ou comment est-ce qu'on met les priorités pour y aller petit à petit. L'idée c'est d'avancer tous ensemble évidemment. Alors, Julie Pat, à la ville de Charleroi, vous l'avez dit, vous avez vraiment fait de cette gratuité scolaire un vrai moteur, un vrai choix politique. Et donc, par exemple, au niveau des fournitures scolaires, ce n'est pas uniquement en maternelle, parce que pour le moment, l'obligation, c'est vraiment que la maternelle soit gratuite. C'est vraiment pendant tout le cursus scolaire que vous avez rendu ce matériel scolaire gratuit. Alors, ça veut dire que comment vous faites finalement ? Comment ça se fait que vous y arrivez ? Mais on sait une priorité qui est donnée, comme je vous l'ai dit, en termes de gratuité. Et donc, on est subsidié comme l'ensemble des pouvoirs organisateurs. Et on affecte ces subsides, notamment dans les écoles qui bénéficient de subsides complémentaires pour l'encadrement différencié. On les affecte en priorité à tous ces aspects de fourniture. Alors, elles sont soit individuelles, concrètement, au niveau de la ville de Charleroi. À la rentrée, l'élève n'a pas une liste que les parents doivent aller compléter au magasin avec les frais que vous avez évoqués et les montants importants que ça peut représenter. Donc ils arrivent avec un cartable et un plumier garni, qui est d'ailleurs offert aux élèves quand ils entament leur première primaire. Et ils reviennent le jour de la rentrée au soir à la maison avec les fournitures nécessaires. Et donc c'est vraiment une orientation des moyens qui sont les nôtres vers ces actions. On a aussi des fournitures qui sont mises à disposition de manière collective. Je prends l'exemple de ciseaux, de colle, de marqueurs, c'est évidemment mis, là, ce n'est pas distribué spécifiquement à chaque élève individuellement, mais mis à disposition de la collectivité. Ça veut dire qu'on peut aussi, du coup, travailler des valeurs autour de cette collectivité, du respect, du partage. Bien sûr, on a vraiment beaucoup d'effets positifs. Dans les commandes de matériel, on se rend compte, évidemment, nos budgets ne sont pas indéfinis et nos enseignants n'ont pas une carte de banque indéfinie par rapport aux moyens qui sont affectés. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un respect aussi d'aller vraiment à l'essentiel dans les ressources qui sont nécessaires, ce qui est peut-être moins cette logique quand on fait des listes où parfois on se bride peut-être moins dans le matériel à acheter. Là, c'est le cas. On a vraiment cette notion de respect parce que ce soit pour du matériel scolaire qui est mis en commun, que ce soit par exemple pour des livres de lecture qu'on fournit également. Donc on a un centre de ressources pédagogiques qui achète les livres de lecture en nombre suffisant pour un groupe classe avec des ressources pédagogiques proposées aux enseignants et ils sont mis à disposition pendant le temps nécessaire d'un groupe élève. Et puis après, l'élève doit apprendre aussi à en prendre soin parce qu'après, il bénéficiera à d'autres. Et donc, vraiment, cette notion de respect, cette notion de ne pas acheter en un nombre indéfini, je crois que c'est vraiment des valeurs qui, grâce à la gratuité, en fait, sont vraiment de belles valeurs citoyennes qu'on inculque à nos élèves et on leur explique évidemment tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment une émulation positive, en fait, cette gratuité. Youssef Benachir, c'est vrai qu'à la commune d'Ixelles, il y a aussi des kits scolaires qui sont distribués, je pense, jusqu'en 6e primaire, c'est ça ? Jusqu'en 6e primaire, oui. 6e primaire. Est-ce que ça évite, par exemple, des comparaisons entre les élèves ? Évidemment. Au-delà du fait que les enfants se comparent, il y a aussi une forme de sobriété qui se met en place. Parce que du coup, on a l'essentiel. C'est pas nécessaire d'avoir du superflu, c'est pas nécessaire d'aller vers telle marque, telle couleur, l'enfant, quand il arrive en classe, il a tout le matériel pour commencer à travailler. Maintenant, c'est sûr qu'on finit... Enfin, c'est normal, un enfant finit par perdre, mais petit à petit, on arrive quand même à mutualiser certains outils et ça permet à l'enfant de pouvoir travailler sans devoir trop être distrait par telle ou telle chose. Donc le kit scolaire a un avantage qui permet aussi aux parents de pas devoir courir derrière ce matériel de fin des vacances ou quoi que ce soit. Ça permet aussi à ces enfants, quand ils arrivent en classe, je vous ai dit, d'être déjà prêts à travailler, mais ça permet aussi aux enseignants de préparer l'année suivante en se disant, voilà, je vais préparer mon année, je sais le matériel que j'aurai besoin parce que je vais voir telle chose, que ça soit au niveau
je ne sais pas moi, en maternelle par rapport à des bricolages, on vise vraiment ce qu'on a besoin. Et on n'a plus le superflu des choses qu'on va te demander, au final qu'on n'aura utilisé qu'une seule fois ou 2 fois. Non, on va essayer de mutualiser un maximum. Et on parlait tout à l'heure des notions qu'on peut aussi apprendre via cette gratuité scolaire. C'est vrai qu'il y a par exemple la notion d'écologie. Quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a une démarche durable, en tout cas qui s'inscrit aussi là-dedans. C'est sûr que les enfants, ici à l'école, apprennent au jour le jour que le gaspillage est mauvais. Que ça soit à l'école, que ça soit à la maison, mais de manière générale pour la planète. À la cantine, par exemple, on les sensibilise à la quantité de déchets qu'on produit. En classe, c'est la même chose pour les ustensiles qu'on va utiliser. Et puis, petit à petit, ces enfants deviennent des ambassadeurs à la maison. Donc, eux-mêmes, ils vont rapporter cette petite parole qu'ils ont apprise et ils vont tirer un peu l'oreille aux parents, et c'est pas plus mal, parce qu'il ne faut pas oublier, l'école, on forme la future société. Donc ces enfants deviennent des citoyens, ces enfants vont acheter plus tard. Donc c'est quelque chose vraiment d'important de l'inculquer dès l'enfance. Alors on voit quelques bonnes pratiques là, d'écoles, de communes. Les associations de parents aussi ont certaines bonnes pratiques qui sont un peu dans cette même logique. Par exemple, au colloque que vous organisez le 12 avril, il y a une association de parents qui a monté une donnerie où le matériel scolaire finalement peut être donné à d'autres élèves une fois qu'il n'est plus utilisé par son enfant. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a toute une série d'initiatives qui naissent, qui émergent dans les écoles en fonction des parents, des acteurs et des actrices de l'école. On a évidemment chez les parents la traditionnelle vente de crêpes en janvier qui rapporte de l'argent, qui permet de faire diminuer certains voyages scolaires, certains séjours. Et puis là, on avait trouvé on avait envie de mettre un petit peu en évidence cette initiative qui finalement est assez simple, mais qui peut avoir un grand impact, même en termes écologiques, etc. C'est une donnerie qui est gérée, qui est organisée par les parents. Et donc, on trouvait que c'était vraiment à saluer. Et moi, je voulais juste aussi attirer un petit peu l'attention, parce qu'on parle évidemment ici, généralement, on a l'image de l'enseignement ordinaire. Mais en humanité, en secondaire, on a l'enseignement qualifiant qui coûte encore plus cher. Et donc là, il y a vraiment, pour une rentrée scolaire, il y a vraiment tous les outils de l'apprenant qui doivent être achetés par les familles. Et ça, on est clairement du coup dans le temps scolaire. On parlait de temps scolaire, extrascolaire. Ici, il me semble nécessaire vraiment de mettre en évidence ça, parce que on avait des témoignages comme ça où un jeune devait, au début de son année, acheter pour 1 000 € de bois. Il était en menuiserie, il avait ces frais-là. Et on est dans la Ligue des familles, effectivement, dans son étude là, de début d'année, a estimé que la rentrée scolaire coûtait en moyenne 627 € dans le secondaire technique de qualification, 689 € dans le professionnel, et que ça pouvait atteindre parfois plus de 1 000 € dans certaines sections. Voilà. Tout comme effectivement, il y a la nouvelle réalité post-Covid du matériel informatique qu'il faudra aussi prendre en considération de plus en plus, puisque pour l'instant, effectivement, il y a aussi des aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et du coup l'achat du matériel informatique est facultatif, donc elle ne peut pas être imposée, mais c'est vrai que c'est compliqué quand les 3/4 de la classe disposent d'un ordinateur, et puis les 25% d'élèves vont nécessairement avoir une sorte de pression sociale, mais donc ça va impacter les familles. Et donc je pense que ça, avec forcément cette nouvelle réalité post-Covid de cours et de devoirs à domicile, notamment sur support informatique, est devenue une réalité, et il va falloir aussi élargir cette réflexion à ce niveau-là et prendre ça en considération. Julie Pett, j'ai envie de revenir vers vous pour l'enseignement qualifiant, parce qu'effectivement à la ville de Charleroi, il y a aussi des écoles secondaires qui font de l'enseignement technique. Comment on fait pour réduire ces coûts-là, en sachant aussi que c'est souvent une double peine, parce que l'enseignement qualifiant est davantage fréquenté par des élèves de milieux populaires, et donc c'est là que les factures sont le plus élevées, alors que c'est a priori ceux qui ont le moins de moyens. Tout à fait, mais donc la gratuité du matériel traditionnel, je dirais pédagogique, vise aussi nos enseignements au niveau secondaire. Donc on a 2 écoles d'enseignement technique qualifiant. Donc effectivement, par rapport aux différentes filières qui sont suivies par l'élève, il peut y avoir des frais importants. Donc là vraiment cet aspect
l'aspect de mutualisation est vraiment quelque chose d'important. Au niveau du matériel, je prends par exemple, on a nous une section coiffure, où là, il y a évidemment un gros effort qui est fait pour pouvoir permettre justement de mutualiser le matériel qui est utilisé d'une manière générale. Dans le cadre d'apprentissage, c'est vraiment des choses qui peuvent se faire. Et c'est vraiment une logique, même si on n'y est pas aujourd'hui, je vais dire au zéro coût pour les familles, mais on doit toujours, et ça je crois que c'est une logique et qu'on essaye vraiment de sensibiliser nos équipes à cet élément-là, on doit toujours se dire comment faire pour essayer soit de ne pas demander, c'est évidemment l'idéal aux familles d'intervenir, soit de tendre vers le moins de coûts possible. Et il y a énormément de choses en fait qui permettent, que ce soit dans l'enseignement obligatoire d'une manière générale, de pouvoir réduire ou en tout cas essayer qu'il y ait le moins possible ces fameux mots dans le journal de classe qui font que certaines familles sont paniquées, avec le stress sur les enfants aussi, de se dire je vais ouvrir le journal de classe, qu'est-ce qu'on va encore me demander. C'est parfois des sommes qui sont ridicules. À l'échelle d'une activité, c'est 2 ou 3 euros, mais vous faites ça en multipliant sur plusieurs fois sur l'année, parfois des familles qui ont plusieurs enfants. Quand on pense que certaines familles ont même du mal à remplir le frigo jusqu'à la fin du mois, ça peut amener un stress énorme pour les familles, et ce stress, il est vraiment transmis à l'enfant qui, parfois, dans certaines écoles, se voit réclamer le fait que les parents n'ont pas payé. Donc ça, c'est vraiment inacceptable. Voilà. Et on parle d'alléger, mais je voulais aussi compléter le fait qu'il y a des règles aussi qui existent, et la première chose à faire aussi, après avoir allégé, c'est de respecter ces règles. Oui. Parce qu'il y a des écoles qui ne respectent pas les règles, que ce soit des frais interdits, des frais facultatifs qui rendent obligatoire tacitement, ou bien on parlait tantôt de sortes de Minerval déguisées. Et ça, ce sont des choses qui sont interdites et qu'il faut absolument respecter. Donc la deuxième chose à faire, je dirais, c'est aussi respecter les règles qui sont en vigueur, quoi. Oui, parce qu'il y a les frais interdits, mais par exemple, Youssef Benachir, il y a quand même des frais qui sont autorisés, que ce soit pour les garderies, pour les activités culturelles aussi. Comment, en tant que directeur d'école, on veille à ce qu'il y ait à la fois des activités quand même pour des excursions, pour les élèves, mais sans que le parent se sente accablé? En début d'année, on prévoit une petite lettre pour justement la prévisibilité des frais de l'année. Donc on essaie simplement de donner une estimation des frais selon les sorties que l'enseignant a sélectionnées. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure de l'année, il y a peut-être des sorties qui vont s'ajouter ou d'autres qui vont s'annuler. Et on a un décompte tous les trimestres. Les parents reçoivent un petit mail ou une lettre sous enveloppe. Ça dépend ça dépend comment le papa ou la maman demande qu'on communique avec eux. Et là-dedans, on met les frais dus. Mais la majorité des sorties sont plus ou moins, on va dire, gratuites, prises en charge d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a des appels à projets. On répond quand même énormément à des appels à projets, et on a un accompagnement qui suit ces sorties-là. Ce qui reste à charge des parents, c'est faible, mais ça reste quand même des coûts. On est dans l'ordre de moins de 20 euros par an, quelque chose comme ça. Oui, mais ça dépend évidemment des écoles, parce qu'on le sait, il y a des frais scolaires qui sont quand même autorisés. On le disait par exemple, des excursions jusqu'à un certain montant. La piscine, il y a pas mal de petites choses comme ça. Ce qui est interdit par contre, c'est par exemple faire, vous le disiez Lionel Rubin, qu'on ne peut pas demander comme une inscription déguisée pour par exemple financer le chauffage, le nettoyage de l'école, ça, strictement interdit. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle plus des frais de fonctionnement, donc chauffage, nettoyage des locaux, etc., qui peuvent évidemment qui ne peuvent pas être payés par les familles, par les élèves. Maintenant, parfois, certaines écoles, pour pourvoir à toutes ces dépenses, estiment qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses, et donc via une ASBL, les amis de telle école, etc., demandent en fait des sommes, parfois plusieurs centaines d'euros aux parents sur l'année. Alors, après, c'est jamais obligatoire, ils n'ont pas le droit, c'est toujours un petit peu en stummelings, mais par contre, il y a forcément une pression sociale qui s'installe par rapport aux parents qui ne le font pas. Ça, c'est une première chose. Et puis, la seconde, c'est que
on en vient au fait que ça reproduit quand même une forme de ségrégation, d'entre-soi social. Et ça, c'est évidemment l'antithèse d'un enseignement qui vise l'égalité. Ouais. Et peut-être, alors juste pour terminer, Julie Pat, est-ce qu'on pourrait dire que si on devait vraiment instaurer une bonne pratique en matière de gratuité scolaire, c'est aussi de voir comment trouver une approche un peu complémentaire entre ce qui est donné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région wallonne ou la région bruxelloise, ce qu'une commune peut apporter, ce qu'une association de parents peut apporter. C'est la complémentarité entre tout ça qui va faire qu'il y aura une vraie gratuité. Exactement. C'est vraiment en activant tous les leviers. Nous, on active évidemment la Fédé. Le ministre Dardenne a aussi octroyé des subsides pour l'équipement personnel des élèves dans le secondaire. Donc ça nous aide beaucoup. Le numérique est quelque chose d'important. On a équipé toutes nos écoles. Nous, dans le fondamental aussi, le matériel informatique, il est à l'école. Et là, on a activé via des fonds de la région wallonne. Donc, on est vraiment sur toutes les balles, je puis dire, avec les équipes derrière. On a toujours, avant de répondre à un appel à candidature, on sollicite toujours l'accord de l'équipe éducative parce que sinon, le projet ne prendra pas. Et on voit qu'il y a vraiment une belle énergie là derrière. Et donc, vraiment, moi, je me réjouis qu'enfin, de manière transversale, dans toutes les écoles, pour tous les enfants de Fédération Wallonie-Bruxelles, on aille vers cette gratuité. Oui, mais en tout cas, si vous êtes enseignant, directeur d'école, parent, et que cette thématique vous intéresse et que vous avez envie de connaître un peu toutes ces bonnes pratiques, on vous invite le 12 avril à ce colloque donc, sur la gratuité scolaire qui sera vraiment focalisé sur les bonnes pratiques en la matière. C'est le 12 avril à Excel. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet laïcité.be, donc www.laïcité.be. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.